Salut, il y a pas longtemps j'ai repris le jeu Gran Turismo 7. Je le fais souvent en live d'ailleurs, et les VOD sont certainement dispo ou vont être dispo sur la chaîne secondaire. Et bref, pendant que je jouais et que je me prenais pour un pilote, un mauvais pilote, je me suis fait un peu submerger par les souvenirs de Gran Turismo 4, avec les voitures un peu mythiques, avec les courses un peu mythiques. Et pendant que j'avais ces émotions-là qui remontaient à la surface, je me disais que c'était vraiment un peu bête d'avoir arrêté les vidéos il y a un peu plus d'un an maintenant et que j'avais plus de moyens de partager ma passion de manière un peu plus posée, avec un ton un peu plus calme que sur les lives. Et là, disons que c'est maintenant que j'ai envie de reprendre. De manière encore une fois un peu plus posée peut-être, les sujets peut-être un poil plus travaillés. Et quoi de mieux que de le faire le jour de mon anniversaire avec la marque que je préfère. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te parler d'Audi. Je vais pas être objectif, je vais essayer de l'être. Et je te précise ici tout de suite que je vais parler de l'histoire de manière générale d'Audi et qu'il y aura d'autres vidéos qui parleront des trucs bien plus précis, comme par exemple leur épopée dans les sports automobiles. Donc je te laisse prendre un petit café, de quoi grignoter peut-être, et on est parti pour cette histoire-là. 4 anneaux, un symbole universel de précision, de performance et d'innovation. Audi, ce n'est pas juste une marque automobile, c'est une épopée, une histoire faite d'ingéniosité, de persévérance, de coups de génie, et parfois de coups de gueule. Avant de devenir l'icône que l'on connaît aujourd'hui, Audi a traversé des guerres, des faillites, des fusions improbables, des renaissances spectaculaires et a même failli disparaître plusieurs fois. Alors installe-toi, on plonge ensemble dans l'histoire incroyable d'Audi, une histoire qui commence avec un gamin fasciné par des trains. Pour faire simple, Auguste Horch, il est né en 1868. Et pour le coup, il vient d'une famille tout à fait banale, il n'y a pas forcément de pognon. Son père, il est. Bon, ça, c'est pas banal, mais son père, il est vigneron et forgeron. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, ce sont ces deux métiers. Et Auguste Horch, il va grandir là-dedans. Donc, il va un petit peu apprendre le sens pratique, il va apprendre la bidouille, mais rien de bien foufou, quoi. Sauf qu'à 10 ans, ça c'est important pour lui, ça va le suivre toute sa vie. À 10 ans, il y a une ligne de chemin de fer à côté de chez lui qui est en construction. Et le gamin, il va être fasciné par ça. Il va faire que de regarder, mais vraiment comme si c'était la Coupe du Monde de football, quoi, pour nos gamins d'aujourd'hui. Et du coup, ça va faire naître en lui, ça va faire germer cette fameuse petite pousse de la technologie, l'ingéniosité. Et ça, faut bien le garder en tête parce que ça va le suivre toute sa vie. Bon, gardez-le bien en tête parce que pour le coup, là, à 13 ans, il est apprenti, et puis à 16 ans, il est forgeron. Donc, en gros, il suit le cursus familial classique, comme ça se faisait beaucoup d'ailleurs à l'époque. Et c'est pas top quoi pour lui. Sauf qu'à 20 ans, ça allait vite, hein. Et il va reprendre ses études, et là, il va se concentrer sur vraiment la technologie des moteurs. Le moteur, le moteur, le moteur. Et c'est à l'âge de 28 ans, en 96, que Horch va prendre un petit peu son courage à deux mains et va écrire à Karl Benz, le gars de Mercedes-Benz. C'est lui le Benz. Et du coup, ça marche plutôt bien parce que Karl Benz, il va l'embaucher. Et ça, c'est quand même pas mal du tout parce que du coup, Horch, il se retrouve avec les deux pieds dans le milieu qu'il désirait. Et 4 mois plus tard, ça marche tellement bien que le type, il va être directeur de production. Et c'est toujours ça le problème, c'est que ça marche tellement bien qu'il prend un poste plus haut, plus de responsabilités, il veut mettre sa patte au projet, donc il veut des voitures plus rapides, plus technologiques, plus légères, plus tout. Et Karl Benz, lui, il est pas du tout dans cette optique-là, il est plutôt dans le on fait des choses qui fonctionnent, ça a toujours fonctionné, on garde cette recette-là, on bouge pas. Et Horch, en fait, ça va pas lui plaire du tout. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, Benz et Horch, ils se disputent très très fort, pour rester poli, et Horch, il claque sa dème. Comme d'hab en fait, il y a toujours des gros conflits dans l'histoire d'automobile. Ça a été pareil avec Ferrari et Ford, ça a été pareil avec Ferrari et Lamborghini, ça sera pareil avec Benz et Horch. Et du coup, Auguste Horch, il va fonder sa propre marque. Et devinez comment il va l'appeler? Horch. Son pauvre fait trop chier là-dessus. Bref, et pendant 10 ans, mine de rien, avec un nom de marque un peu pourri, et il va y arriver parce que ils vont gagner des courses, ils vont innover à mort, notamment les cardans, qui vont remplacer les grosses chaînes de vélo pour tout transmettre. Et ça va plutôt bien fonctionner justement. Sauf que Horch, il a un esprit de compétition un petit peu poussé, donc ce qu'il veut faire, c'est beaucoup de courses. Et forcément, ça plaît pas à tout le monde, notamment à ses associés. Donc en 1909, ses associés, ils prennent le bureau de Horch et le foutent dehors. Donc là, Horch, il s'est fait virer de son entreprise, quoi. C'est comme si on avait viré Enzo Ferrari à l'époque. Un truc impensable, quoi. Résultat de l'opération, Horch, il perd tout. Son nom, son usine, sa marque. Et là, il se retrouve un petit peu,
une main devant, une main derrière. Il faut qu'il rebondisse. Et pour le côté rebond, Horch, il sait faire. Rebondir, c'est sa spécialité. Ce qu'il va faire, c'est que à peine un an plus tard, le gars va mettre une usine juste à côté de son ancienne usine. Vraiment, il emménage en face. Il n'a pas utilisé son nom. Et pendant un dîner, il y a un gamin qui suggère le nom Audi. C'est une anecdote qui est un petit peu connue, mais en gros, Horch, ça veut dire écoute en allemand. Et écoute, ça se prononce Audi en latin. Et le gamin, il a sorti ça comme ça. Donc il venait de sortir de son cours là d'histoire, ou de langue, de latin, j'en sais rien. Il a trouvé une des meilleurs noms de marque qu'on ait aujourd'hui. Bravo au gamin. Et donc Audi est lancé le 25 avril 1910 de manière complètement officielle. Maintenant qu'Audi est lancé, il faut bien sortir un premier véhicule. Et c'est pendant la même année qu'Audi va lancer son Audi Type A. Et Audi va faire exactement ce qu'il va faire tout le long de sa carrière, c'est-à-dire participer à des courses automobiles. Donc, et la Type A et la Type B, qui est donc le deuxième modèle que Audi sortira un peu plus tard, vont participer au Rallye des Alpes. Le Rallye des Alpes, c'était une ancienne course, 2400 km à parcourir, une souffrance totale pour la mécanique, et dès 1912, Audi va la gagner. Avec à son volant, en plus de ça, August Horch. Et ils vont la gagner 3 années de suite, ce qui est quand même un petit peu parlant, et ce qui vont leur donner une réputation vraiment solide pour la suite. Le problème, c'est que dans ces périodes-là, je ne sais pas si vous êtes allé à l'école, c'était pas top. Et du coup, en 14, forcément, la guerre éclate. Et je ne sais pas si vous êtes au courant non plus, mais l'Allemagne va être un petit peu concernée, disons, par ce conflit-là. Donc, Audi, ça s'arrête un petit peu brutalement. C'est compliqué, c'est la grande dépression, là, pour le coup. Et ils vont mettre du temps à s'en remettre. Beaucoup de temps même. Donc, on va résumer ça assez rapidement. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est là. Ça se tabasse un peu sur le coin du museau. L'Allemagne a du mal à s'en remettre, forcément. Et en 1932, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de fusionner. Sinon, Audi va fermer. Et donc, Audi va s'associer avec DKW, Wanderer et Horch. Mais oui, le Horch d'avant, quoi. Pourquoi pas? Oui, se réassocie avec son ancienne marque qui porte son nom, qui s'est fait. Bon, pourquoi pas, quoi. Ils se sont pris, ils se sont jetés, ils se sont repris, machin. Pourquoi pas? Ça arrive. J'ai envie de dire, vu le résultat qu'on connaît, c'était plutôt une bonne chose de ravaler sa fierté et d'aller rechercher un petit peu son ancienne marque. Alors je sais pas si dans les bureaux, l'ambiance était au beau fixe, mais en tout cas, ils ont essayé et ça a fonctionné. Et avec ces 4 marques, ils vont former le groupe Auto Union AG. Et pour le coup, Auto Union, ça va cartonner. Donc Auto Union, c'est assez littéral, les 4 anneaux qui représentent les 4 marques. Et c'est cette marque-là qui va vraiment sortir du lot et qui va un petit peu relancer l'industrie. Et qu'est-ce qui se passe après 1932 en Allemagne? Il y a une autre guerre. Et l'Allemagne va encore être un petit peu concernée par cette guerre-là. Bon, Deuxième Guerre mondiale. L'usine est rasée. Auto Union n'est plus. Mais les mecs, ils lâchent pas. Ça, c'est important à savoir. C'est une belle leçon. Les mecs ne lâchent pas. À la fin de la guerre, ils se retrouvent du mauvais côté du bloc en plus. Ils sont dans le bloc soviétique. Et donc, ils vont prendre leur courage à deux mains, ils vont prendre de l'huile de coude, comme on dit, et ils vont aller construire une autre usine, ce coup-ci du bon côté du bloc, à savoir le bloc ouest. Et ils vont réouvrir une usine. Et alors là, on se retrouve entre les années 50 et 70 où ça va être un sacré bordel. Je pourrais citer quelques noms de voitures qui sont sortis, des trucs intéressants, pas intéressants, mais je vais essayer de résumer la chose assez rapidement et juste vous dire qu'en 58, c'est Mercedes qui rachète Auto Union. Donc comme quoi le Benz d'avant, machin, enfin voilà, tout est toujours là, c'est la même chose, c'est cyclique à mort. Et que au début ça marche un peu, puis après ça marche pas trop. Et que du coup c'est Volkswagen qui va racheter Auto Union à Mercedes. Ouais. En 64 donc, Volkswagen possède Auto Union et il faut repartir d'une page blanche. Qui dit page blanche, dit nouveau projet, qui dit nouveau projet, dit nouveau nom. Et là, on lance l'Audi F103. C'est la première fois qu'on voit le nom Audi sur une voiture, ça marche bien. On gardera le nom Audi. Les années 70 maintenant. Comment résumer ça? Je pourrais mettre la photo de Ferdinand. Ça marcherait bien. Ferdinand Piëch, pour faire très simple, on en parlera certainement un jour, mais le gars, il se fait un petit peu bouger de chez Porsche. C'est une histoire un petit peu longue. Et du coup, on le met un petit peu chez Audi, en mode démerde-toi avec ça. Et il va prendre le truc plutôt très à cœur. Et il va se démerder avec ça. Et oui, et plutôt très bien même. Ferdinand Piëch, les années 70, c'est ces années. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va miser sur un 5 cylindres, de l'aérodynamique et de la technologie. Et ce qu'il veut faire lui aussi, c'est montrer qu'avec Audi, il est capable de tout péter.
et il va le faire. Et il a même déjà en tête un certain truc, je ne sais pas si vous connaissez, la transmission intégrale. Et il va l'appeler le Quattro. Je sais pas si... Le Quattro. Pas mal comme idée. Juste pour recontextualiser 5 petites secondes. La transmission intégrale, à cette époque-là, c'est révolutionnaire. Pourquoi? On le voit sur des voitures de course, de rallye ou de ce que vous voulez, mais pas sur de la voiture de route. Et lui, ce qu'il veut, c'est le mettre sur des voitures de monsieur et madame tout le monde. Le Quattro, il va surtout être symbolisé au Salon de Genève en 1980. En 1980, au Salon de Genève, il se passe un truc historique. Audi révèle l'Audi Quattro. C'est la première fois que le grand public va enfin voir une voiture avec une transmission intégrale alors qu'ils peuvent eux-mêmes la conduire et que c'est pas un truc qu'ils vont faire du rallye ou de la course ou je ne sais quoi. Et là, tout le monde va être sous le charme de cette caisse-là. Elle a une belle gueule, la technologie est folle dedans, en avance sur son temps, puissante. Que demande le peuple? Et là, pour le coup, ça se vend comme des petits pains. Les années 80 chez Audi, c'est vraiment l'âge d'or. Le Quattro présenté à Genève qui fait un carton plein. Le Quattro qui fume tout le monde en rallye, notamment avec l'Audi Quattro. Bon, il y a aussi un petit peu la 205, mais on se comprend. Les pilotes d'exception comme Michel Mouton qui deviennent vraiment connus à ce moment-là. Les années 80 pour Audi, ça symbolise un truc de fou malade. Et justement, Audi va faire un coup marketing assez incroyable là-dessus pour montrer son Quattro. En 86, vous avez le droit à une pub sur une vraie rampe de ski, 37 degrés d'inclinaison, aucun montage, aucun trucage, la voiture monte toute seule. C'est tellement un coup marketing de fou à l'époque qu'Audi va le refaire 30 ans plus tard avec une RS6 justement pour fêter les 30 ans de cette pub-là. Ils sont fous. On va revenir 5 petites secondes sur le Quattro aussi parce que mine de rien, je crois qu'on ne se rend pas compte d'à quel point ça a révolutionné à l'époque la vision qu'on avait de l'automobile, surtout sur les transmissions, quoi. Je pense qu'on a tous déjà vu les fameuses vidéos où c'est dans la boue, il n'y a rien qui va, et c'est souvent le Quattro qui gagne face à ses concurrents, parce que vraiment, ce truc-là, ils le travaillent depuis des années et des années, c'est une technologie qu'ils ont bien éprouvée, et ils en sont très fiers. C'est vraiment la marque de fabrique d'Audi. Je dirais même que c'est presque aussi connu que le nom de la voiture. D'une manière générale, les années 80 vont forger la base de la réputation d'Audi, et là on arrive aux années 90. Il n'y a plus de groupe B, il n'y a plus de rallye, tout ça c'est un peu terminé malheureusement, ou heureusement, enfin bref, on connaît l'histoire et on en reparlera de l'histoire, mais c'est fini pour eux. Il n'y a plus cette vitrine-là pour montrer à quel point technologiquement on est fort. Donc, petit virage de prix, Audi va passer de la marque technologique à la marque premium. Et donc pour parvenir à leur fin, Audi vont sortir 3 modèles dans les années 90, l'Audi 80, l'Audi 100 et la première Audi A4. Pour compléter ce trio de véhicules, Audi va sortir une autre voiture, l'Audi A8. Et là, l'Audi A8, c'est un peu comme la classe S, quoi. C'était vraiment la vitrine technologique de la marque. Résultat, châssis en aluminium, plus rapide, plus léger, plus cher aussi. Mais Audi fait un tour de force énorme. Il montre à quel point ils sont capables d'allier premium, innovation et beauté. Design si vous préférez. On passe maintenant aux années 2000 et là pour le coup Audi vont pas changer leur fusil d'épaule, ils vont clairement continuer ce qui fonctionne, à savoir des breaks qui vont vite, des voitures qui sont sécurisées, premium, tout ce qui va bien. Mais les années 2000 c'est surtout Audi et la grande histoire d'amour avec Le Mans. Donc ils vont sortir plusieurs voitures, de la R18 TDI ou choses comme ça, et ils vont gagner 13 fois Le Mans en 15 ans. Performance qui n'a jamais été réégalée depuis. Surtout pas aussi vite. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, à savoir tout ce qui s'est passé en sport automobile, et encore une fois je le répète, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais Audi en sport automobile c'est vraiment très fort à ce moment-là. Audi devient vraiment une référence où dès qu'ils ont envie de faire un truc en sport auto, ils vont venir, ils vont bosser, ils vont gagner, ils vont rouler sur tout le monde. Et quand tu gagnes tout en sport auto, tu permets beaucoup de choses parce que tu sais que ta communauté en général va te suivre. Et en 2006, ils vont sortir une supercar avec un look futuriste, un moteur central arrière, et des performances qu'Audi n'avait jamais sorties à ce moment-là. Et c'est en 2006, du coup, vous l'aurez compris, qu'Audi va sortir son Audi R8. Et grâce à cette voiture, Audi va vraiment faire un bond dans la pop culture, étant donné qu'elle va apparaître dans Iron Man, aux côtés de Tony Stark, où à l'époque ça cartonne, et ça va devenir une voiture star de manière instantanée. Pour résumer, Audi a quand même plutôt bien fait le tour de la question. En 80, on forge notre réputation, en 90, on consolide, en 2000, on fusille tout le monde. Arrive aux années 2010 du coup. Et en 2010, ça va encore, ça se passait pas trop mal. Mais on est toujours sur le même modèle que la marque a fait progresser d'année en année. La 3, la 4, la 5, la 6. Évidemment, vous prenez ces déclinaisons-là en version RS si vous voulez les choses. De la R8, il y en a eu en pagaille. Des courses auto, mine de rien, il y en a eu un petit peu moins. Évidemment, il en reste, notamment du DTM. Encore une fois, on en parlera plus tard. Mais
c'est moins le cas, moins présent. Pendant ce temps-là, des modèles de fou vont encore sortir, évidemment, notamment des modèles hybrides, voire électriques. Il y a eu aussi un petit peu de V8 et de V10 entre deux, hein, on va pas se mentir, mais ça c'est pareil, je pense que ce sera des vidéos dédiées parce que j'ai envie de vous présenter ces voitures-là. Ce serait quand même dommage de les passer en 3 secondes là, maintenant, tout de suite. Mais on en reparlera, notamment de la RS6 V10, moteur de Lamborghini quoi. On va en parler, on en parlera. Ouais, on en parlera, je pense. Oui, on va en parler. Et il y aura aussi une vidéo sur la RS5, notamment le V8 4 litres 2. Parce que je suis un petit peu amoureux de ce moteur-là. Et on en parlera. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Bon, pour être un peu plus sérieux, les années, on va dire de 2010 à aujourd'hui, ça va surtout marquer ce que maintenant les gens connaissent beaucoup, à savoir beaucoup d'hybridation, voire beaucoup d'électrification, un côté sportif qui est de moins en moins présent, même s'ils sont revenus en Formule 1. Et ça, c'est une bonne chose. On attend le retour en hypercar, hein, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Beaucoup de modèles qui sont présents quasiment qu'en électrique, la gamme e-tron qui est sortie, alors l'e-tron GT je la mets de côté, elle est plutôt réussie, mais alors tout le côté, les Q6 et tout machin, c'est vrai que c'est moins ma tasse de thé. La technologie dedans est peut-être incroyable, mais c'est moins le délire. Et le petit espoir de tout ça, c'est que le full elec a priori va soit être repoussé, soit complètement abandonné. Peut-être revenir à des moteurs plus gros, mais moins polluants, avec une technologie justement qui sera en corrélation avec ça. Petite parenthèse à la prochaine RS5, qui est quand même jolie, ça me fait un peu chier que ça prenne le nom de la RS, enfin que ce soit la base de la RS4, qui n'existe plus, mais c'est pas mal quand même. Pour résumer, Audi, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait virer de sa propre boîte, qui crée une marque grâce à un gamin qui parle latin, qui fusionne avec 3 autres marques, qui survit à 2 guerres, qui renaît 3 fois, qui invente le quattro, qui domine le rallye, qui écrase le Mans et qui aujourd'hui prépare l'avenir électrique. C'est une histoire de persévérance, d'innovation et de 4 anneaux qui n'ont jamais cessé de tourner. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il prépare cette page électrique. Alors on verra ce que ça donnera, ce que ça ne donnera pas, mais c'est surtout une histoire de persévérance, d'innovation, de technologie et surtout de ne jamais abandonner ses idées. Et ça, je pense que c'est un super bon message pour une reprise de chaîne YouTube. Bon voilà, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trouvé que pour un retour, on va dire, des vidéos, c'était une histoire qui était plutôt intéressante à raconter. La persévérance, tout ça, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Et justement, on va essayer d'appliquer les conseils d'Audi, étant donné que c'est ma marque préférée. Je vais essayer de copier un petit peu. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en tout cas je l'espère. Et à la prochaine.